Dans un retournement de situation choquant, Spencer Pratt se qualifiera à l'issue de la primaire dans la course à la mairie de Los Angeles et il affrontera Karen Bass, la maire actuelle de Los Angeles, lors de l'élection générale en novembre. C'est évidemment choquant, car Spencer Pratt est une star de la télé-réalité parce qu'il est républicain et parce qu'il a certains traits similaires à ceux de Trump. Nous avons tourné une vidéo avant de connaître les résultats, mais ils sont désormais connus. Et d'ailleurs, à Los Angeles ou en Californie en général, leur primaire fonctionne de telle sorte que seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors de l'élection primaire passent à l'étape suivante et s'affrontent en face à face lors de l'élection générale, quel que soit leur parti. Donc ils ne font pas vraiment de primaire démocrate et de primaire républicaine. C'est plutôt une primaire générale, puis en novembre, il y aura l'élection générale où ce sera vraiment Bass contre Pratt. Mais c'est fou. Je veux dire, c'est vraiment dingue. Je n'ai vraiment commencé à entendre parler de la campagne de Spencer Pratt qu'il y a environ 6 mois. C'est vraiment une campagne relativement récente, mais il a déjà récolté énormément de fonds. En réalité, il a levé plus de fonds que Karen Bass et Nithya Raman, sa principale rivale dans cette course. Elle sera éliminée après cela. Regardons simplement. Voici Steve Kornacki sur MSNBC qui parle des statistiques, des chiffres et de ce à quoi ça ressemble. Monsieur le maire, allons-y. Je suis totalement... Oh là là, souvenez-vous, j'ai dit qu'on recevrait un énorme lot d'un coup, et c'est ce qui vient d'arriver. Alors, laissez-moi vous expliquer. Environ 40% des votes, de tous les votes qui vont être exprimés, viennent d'être publiés ici. Nous évoquons à nouveau les votes par correspondance reçus avant le jour de l'élection, parfois depuis un certain temps. C'est bien ce type de vote dont vous parlez. Voici Karen Bass, la sortante, qui est à 38%. Et il y a Spencer Pratt qui est actuellement à 28%, ce qui représente un avantage de 8 points ou un avantage de 25 000 voix sur Nithya Raman, la candidate en troisième position pour l'instant. La conseillère Nithya Raman, la candidate en troisième position dans cette course, c'est avec 40% des voix. Maintenant, souvenez-vous de ce que nous avons dit sur la façon dont nous pensons que les choses vont se passer pour la suite. Rappelez-le aux gens. À Los Angeles, N'est-ce pas? D'après ce qu'ils ont indiqué, c'est que la prochaine chose qui serait publiée ici, peut-être en une seule grande vague, serait le vote qui a été exprimé en personne dans les bureaux de vote. Et nous savons, d'après les élections précédentes à Los Angeles, comme la course à la mairie de 2022, que c'était le vote le plus anti-Bass qu'il y ait eu, le vote qui a été exprimé en personne le jour de l'élection. Donc, on pourrait penser, on pourrait soupçonner. donc il dit en gros que Spencer Pratt va encore gagner du terrain sur Karen Bass à mesure que davantage de votes en personne sont comptés, non? Et c'est ce qui s'est produit. Cela se passe un peu en temps réel. Mais oui, Spencer Pratt est à environ 36% ici. Regardons ici. Voici les résultats en direct en ce moment. Donc Karen Bass avec 36,6%, Spencer Pratt avec 29,5% et Nithya Raman avec 20,8%. Voici les autres candidats. Adam Miller était le quatrième avec 4,4%, donc c'était vraiment une course à 3. Maintenant, Spencer Pratt va affronter Karen Bass lors de l'élection générale. Donc il aura essentiellement 5 mois de plus pour plaider sa cause auprès des citoyens de Los Angeles et expliquer pourquoi il devrait être leur prochain maire. Et est-ce que je pense qu'il va gagner? Non, probablement pas. Ce serait très surprenant pour moi que Los Angeles ait un maire républicain, mais ces chiffres sont impressionnants. Je veux dire, il faut se rappeler que la ville de New York vient d'élire Zoran Mamdani, qui était un socialiste démocratique, un candidat du DSA, n'est-ce pas? Maintenant, Nithya Raman est une candidate du DSA à Los Angeles. Elle se fait écraser par Spencer Pratt. Elle va perdre contre lui et Karen Bass, n'est-ce pas? Donc cela montre simplement que, même si Los Angeles est aussi démocrate qu'on le sait, en ce moment, plus d'électeurs de LA préfèrent de Spencer Pratt à une candidate du type Mamdani ou AOC comme Nithya Raman. Maintenant, pourquoi est-ce le cas? Eh bien, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, Spencer Pratt a concentré une grande partie de son attention dans cette campagne sur les questions de criminalité et de sans-abrisme. Et il n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a parlé de ces sujets, n'est-ce pas? Il a été très direct en parlant de la façon dont il pense que les sans-abri vivent leur vie, et il estime qu'ils sont pour la plupart des toxicomanes. Et la plupart d'entre eux ne veulent pas vivre dans les différents centres qui existent à Los Angeles pour les sans-abri, parce que ces centres ont des règles. Il faut bien se comporter, ne pas blesser les gens ni consommer de drogue. Donc, il voit surtout ça comme un choix que ces personnes font de vivre dans la rue pour pouvoir consommer des drogues et se comporter comme elles le veulent, plutôt que de vivre dans un refuge où il y a des règles. En ce moment, il s'agit d'une personne anciennement sans abri. C'est une sorte d'interview de type micro-trottoir que CNN réalisait.
Cet homme était autrefois sans abri et il dit qu'il va voter pour Spencer Pratt. Regardez ça, vous, en tant que démocrate, vous votez pour Spencer Pratt? Oui, pourquoi donc? J'aime bien son approche concernant les sans-abri. En tant que personne qui a moi-même été sans-abri, j'ai bénéficié des services dont il parle. Oui, c'est vrai. Voilà typiquement une réponse qui donnerait des cauchemars à CNN. J'ai changé ma vie, je suis sobre depuis 10 ans sans alcool. Son approche est donc très bonne. Je pense que c'est juste qu'il aille au second tour avec Karen Bass. Comme ça, tous les deux peuvent me prouver pourquoi ils méritent mon vote. Donc, à ce jour, je vote pour lui. Oui, j'apprécie son approche et il mérite une chance équitable. Mais en novembre, cela pourrait changer. D'accord, c'était intéressant. Combien de personnes sont présentes? C'est l'homme le plus raisonnable, vraiment sympa et posé. Jamais tu ne devinerais qu'il a été accro à la drogue 10 ans. Maintenant, il va se qualifier pour l'élection générale. Mais ils pourront tous deux plaider leur cause et essayer de me convaincre pourquoi il devrait devenir le prochain maire de Los Angeles. Et je prendrai ma décision en novembre, tu sais, je ne suis pas fixé sur l'un ou l'autre des candidats. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire sur les grands enjeux auxquels sont confrontés les citoyens de cette grande ville. C'est un peu touchant, mais c'est intéressant, tu sais, ce type était un ancien sans-abri, ancien toxicomane pendant 10 ans. Et il dit qu'il soutient Pratt à cause de l'approche sans détour de Pratt face aux problèmes de sans-abrisme et de toxicomanie dans la ville de Los Angeles. Et encore une fois, je pense que ça résonne chez beaucoup de gens, non? L'idée que, tu vois, ces personnes doivent arrêter la drogue et qu'on peut les aider à le faire. Mais au bout du compte, on ne peut pas accepter ces personnes. Vous savez, être dans nos rues par dizaines de milliers, consommer de la drogue, agir de façon folle, effrayer les gens et parfois blesser des gens en ce moment. Encore une fois, pour revenir au point de Zoran Mamdani, la raison pour laquelle je pense que Zoran a gagné à New York et pourquoi Nithya Raman n'a pas aussi bien réussi à Los Angeles. Malgré le fait qu'ils soient tous les deux des candidats de la DSA qui se présentent alors que Trump est au pouvoir, dans de très grandes villes à tendance très à gauche. La raison pour laquelle je pense que Zoran s'en est mieux sorti, c'est d'abord parce qu'il a plus de talent politique. Je pense qu'il est tout simplement un meilleur orateur et plus charismatique. Et il a vraiment utilisé les réseaux sociaux d'une certaine manière. Je pense que c'est quelque chose que tu dois absolument faire aujourd'hui si tu te présentes à une élection, quel que soit le niveau, dans ce pays, n'est-ce pas? Deuxièmement, l'itinérance, la toxicomanie, la criminalité et tout ça. En ce moment, ce ne sont pas des problèmes aussi importants à New York qu'à Los Angeles. Je sais que ça peut sembler fou pour beaucoup de gens, il y a ce mème du gay conservateur qui a peur des grandes villes. Beaucoup de gens qui ne vivent pas à New York pensent que c'est une ville dangereuse, alors que ce n'est pas le principal problème. Pas du tout, en fait tout le monde à New York est un peu ringard. Genre tous ceux qui vivent à Manhattan, Manhattan c'est rempli de gens un peu ringards. Des blancs du Midwest qui ont déménagé là-bas et qui ont des parents riches. Travaillent dans une boîte tech bidon qui ne fait rien, vivant de l'argent fantôme du capital risque. Franchement, c'est juste inintéressant, ces gens font la queue pour des bagels à New York uniquement parce que c'est une boutique de bagels virale et qu'ils veulent faire un TikTok dessus. C'est ridicule, non? Donc, numéro 1, le plus gros problème qui touche les New-Yorkais, c'est la crise du coût de la vie, et je me concentre vraiment là-dessus. Numéro 2. Il n'y a pas vraiment ces campements à New York de personnes sans abri dépendantes au fentanyl et à la méthamphétamine comme il y en a à Los Angeles. Par exemple, les grandes villes de Californie ont des problèmes graves et flagrants liés aux sans-abri. Il y a carrément de véritables campements à Los Angeles et à San Francisco où des centaines ou des milliers de toxicomanes, de sans-abri et de personnes atteintes de troubles mentaux vivent. Et ces villes de temps, souvent, se trouvent près de grands quartiers résidentiels, donc forcément les gens commencent à quitter ces endroits. Mais vous savez, si vous vivez à l'est de Los Angeles, vous n'êtes pas très loin des campements de sans-abri. Si vous vivez dans le centre de San Francisco, vous n'êtes pas très loin des campements de sans-abri. Et ça dure depuis longtemps. Si vous viviez, vous savez, surtout pendant et juste après la pandémie. Si vous habitiez à Venice, si vous habitiez sur Venice Beach, en gros la plage était un campement de sans-abri. C'est fou et je pense que beaucoup d'habitants de Los Angeles en ont probablement assez de ça. Je pense que, vous savez, Los Angeles est aussi une ville chère, non? Et si vous, par exemple, payez le loyer d'une maison ou si vous avez un crédit immobilier, les maisons sont tellement chères. Vous avez probablement déjà beaucoup de choses à gérer. Si vous êtes, disons, de la classe ouvrière, même selon les standards de Los Angeles et que vous êtes parent ou autre, vous n'avez pas besoin de ça. C'est fou. Je ne peux pas imaginer avoir ça comme préoccupation supplémentaire.
C'est du genre je dois nourrir ma famille, garder un toit au-dessus de leur tête, je dois payer mon loyer ou mon crédit immobilier et je dois économiser pour l'avenir de mon enfant. Et tout ça, quoi. Et puis en plus de ça, c'est comme ouais, et je dois éviter 40 sans-abri toxicomanes et déséquilibrés sur le chemin de l'épicerie avec mon fils. C'est juste dingue, non? Donc je pense que ce sont toutes des raisons pour lesquelles ce gars-là est si populaire en ce moment. Beaucoup de gens sont vraiment... Ils ne sont pas contents de ça. Des infos sur Spencer Pratt, dont Hazan Piker, sur qui on vient justement de faire une vidéo, tu sais, à propos de lui et Spencer Pratt. Il vient juste de tweeter California, California, en réaction au succès de Spencer Pratt lors de cette élection primaire. Maintenant, c'est sur CNN, regarde ça. C'est un gars qui parle de l'impopularité de Karen Bass, malgré son succès lors de cette primaire. Quelque chose qui m'a vraiment frappé dans cette course, c'est que quand tu regardes les chiffres déjà maintenant, la majorité de Los Angeles... Au fait, Steve Hilton, le républicain, est en tête en ce moment dans la primaire pour le gouverneur de Californie. Et d'ailleurs, en ce moment, Steve Hilton, le républicain, est en tête dans la primaire pour le gouverneur de Californie. Et Javier Becerra est en deuxième position. Et il est plutôt un démocrate de l'establishment. Tom Steyer, qui est le candidat de gauche façon DSA dans la course au poste de gouverneur, va aussi se faire écraser. Donc en fait, les candidats de gauche ne rencontrent pas de succès lors de ces élections primaires en Californie. Ce n'est tout simplement pas le cas. Et encore une fois, je pense que c'est à cause des problèmes de criminalité et de sans-abrisme, surtout des sans-abri dans ces villes californiennes. Je pense que c'est pour ça que ces candidats de gauche du DSA ne réussissent pas là-bas, mais ils pourraient avoir de bons résultats dans des endroits comme le Minnesota, l'État de Washington ou New York, non? Là où tu sais, Seattle a aussi des problèmes de sans-abri. Mais vraiment, pour moi, d'après mon expérience, le sans-abrisme est un problème en Californie, d'après ce que j'ai vu en y allant assez souvent. C'est un problème en Californie, et c'est un problème d'une façon qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres États. Donc je pense que dans les endroits où, vous savez, le coût de la vie est peut-être très élevé, mais il n'y a pas énormément de sans-abri partout. Les gens vont, vous savez, vraiment soutenir ces candidats progressistes de gauche, parce que leur principal ou peut-être seul problème dans leur vie, c'est le coût de la vie. Contrairement à la Californie, plus précisément Los Angeles, où je pense que pour beaucoup de gens, oui, ils se disent, ben oui, c'est incroyablement cher de vivre dans cet état, c'est incroyablement cher de vivre dans cette ville. Mais aussi, je me concentre aussi sur le nombre de sans-abri près de chez moi. C'est un problème, j'ai peur de ces gens. Il y a des cambriolages chez moi. Il y a, vous savez, des vols éclairs. Il y a des gens qui brisent les vitres des voitures. Il y a un campement au bout de la rue, ou quoi que ce soit d'autre. Et je pense que ça influence les électeurs, vous savez, peut-être autant que la crise du coût de la vie en Californie. Steve Hilton, le républicain, fait un très bon score à la primaire pour le poste de gouverneur de Californie. Spencer Pratt fait lui aussi un très bon score à la primaire pour la mairie de Los Angeles. C'est révélateur. C'est révélateur que dans les deux élections, dans l'élection du gouverneur, vous avez les deux principaux candidats. Ce sera Javier Becerra, qui est un démocrate plus proche des entreprises, et Steve Hilton, qui est un conservateur, n'est-ce pas? Dans la course à la mairie de Los Angeles, vous aurez Karen Bass, encore une fois, une démocrate plutôt proche des entreprises, assez à gauche, mais pas autant à gauche que Nithya Raman. Encore une fois, un démocrate pro-entreprise, Spencer Pratt, un conservateur. Cela en dit long. Pour moi, ça en dit long. Pour moi, cela montre que les gens en Californie vont aux urnes et disent « il faut nettoyer les rues, on ne veut plus vivre comme ça. On ne paie certainement pas ses impôts pour vivre comme ça. » Les habitants de Los Angeles veulent renvoyer Karen Bass. 50% des électeurs qui se sont déjà exprimés disent qu'une majorité des Angelenos veulent, regardez déjà les chiffres en ce moment, une majorité des Angelenos disent qu'ils veulent renvoyer Karen Bass. À ce stade, la moitié des électeurs veulent quelqu'un d'autre que la maire sortante pour être maire. Pour moi, l'affaire Spencer Pratt ne concerne même pas vraiment Spencer Pratt. C'est un vote de protestation pour ceux qui en ont assez de la gestion de la ville ou de la réponse des autorités face aux incendies. Dans n'importe quelle autre ville hors Californie, avec des primaires normales, Karen Bass serait déjà éliminée avec de tels chiffres. Oui, je veux dire, encore une fois, c'est ça qui a été à l'origine de la campagne de Spencer Pratt. Il a perdu sa maison dans les Palisades à cause des incendies. Et il a estimé que la réponse des autorités de Los Angeles face aux incendies était, tu sais, inadéquate, non? La réponse a été terrible, et ils n'ont pas assez protégé les maisons et les moyens de subsistance. Bien sûr, oui, mais aussi la criminalité et l'itinérance. Je pense que la gestion de l'incendie et l'insatisfaction incitent beaucoup à voter pour Spencer Pratt. La criminalité et l'itinérance comptent aussi.
C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant que la moitié des électeurs préféreraient quelqu'un d'autre que Karen Bass, la moitié. Donc elle n'est pas très populaire. Son taux d'approbation ne semble pas très élevé. Elle devance Spencer Pratt, vous savez, dans cette primaire. Et encore une fois, si je devais parier à Las Vegas, je le ferais sur FanDuel ou quelque chose comme ça. Je parierais que Karen Bass gagne et qu'elle reste au pouvoir à Los Angeles. Je parierais que Spencer Pratt perde. Ce serait choquant pour moi si Los Angeles, au final, avait un maire conservateur. Mais je ne sais pas, on pourrait voir un changement de tendance. C'est vraiment intéressant parce que, au niveau national, fédéral, je pense qu'on va assister à une grande vague bleue. Je pense qu'un démocrate sera président en 2028 après Trump. Je crois qu'il est impopulaire depuis un certain temps maintenant. Quand on regarde la guerre en Iran, les prix de l'essence et le coût de la vie qui restent élevés dans le pays, les prix de l'immobilier qui restent élevés dans le pays, et, vous savez, l'affaire Epstein, il est tout simplement impopulaire. Donc je pense qu'à ce niveau-là, tu vas voir un démocrate gagner. J'ai pensé que dans beaucoup de cas, tu vas voir les démocrates battre les républicains et peut-être reprendre la Chambre ou le Sénat, et que peut-être Trump sera, tu sais, plus un président en fin de mandat lors de son second mandat. Mais c'est intéressant parce que ces élections en Californie, ces primaires, elles arrivent maintenant. Et est-ce que c'est une sorte de présage pour une tendance qu'on va voir dans tout le pays lors des élections de mi-mandat en novembre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y aura pas une vague bleue aussi forte que des gens comme moi auraient pu le penser? Parce que tu sais, je suppose, je ne sais pas. Peut-être que les gens, encore une fois, je pense que c'est spécifique à la Californie, mais je ne sais pas. Il y a peut-être des endroits où les gens se disent « la criminalité est trop élevée ici ». Les sans-abri, il y a beaucoup trop de sans-abri. Et ce ne sont pas seulement des électeurs qui votent sur un seul sujet, qui pensent qu'un candidat plus à gauche, plus progressiste, pourrait les aider financièrement et améliorer leur coût de la vie plus que les républicains en place, tu vois? Je ne sais pas. Mais je sais qu'en Californie, ils ont des problèmes spécifiques. Ils ont des problèmes spécifiques. Leur problème avec ce qui se passe avec les sans-abri, c'est spécifique à la Californie. Et aussi la gestion des incendies, la réponse aux incendies. Tu sais, à New York, il n'y a pas de feux de forêt comme ça. Même au Texas, il n'y a pas de feux de forêt comme ça. Mais je trouve ça intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je pense encore une fois que c'est un signe intéressant pour l'avenir de la politique américaine, que ce n'est pas seulement Trump. Il va y avoir de nouveaux candidats qui vont apparaître, gagner en popularité et surprendre le monde, qui ont des qualités similaires à celles de Trump, qui disent des choses qu'on n'attendrait pas traditionnellement d'un politicien, qui sont directs lorsqu'il s'agit d'aborder les problèmes, qui savent très bien se vendre, via des produits dérivés et des campagnes sur les réseaux sociaux, où certains publient dans des choses folles ou font du shitposting. C'est comme si ça allait faire partie de la course aux élections dans ce pays à partir de maintenant. Je vous jure, le shitposting. Il vous faut une stratégie de mème. Regardez comment Gavin Newsom s'y prend. Comme le bureau de presse de Gavin Newsom qui balance des vannes aux autres candidats et publie des mèmes fous de Trump, vous savez, avec un petit sexe ou peu importe ce qu'il poste. Ça va faire partie du jeu. Les personnes que vous verrez réussir lors de ces élections seront tellement atypiques par rapport à la plupart des politiciens que nous avons vu gagner des élections par le passé. Trump a vraiment mis au point la stratégie pour gagner les élections à partir de 2026 aux États-Unis. Parce que nous sommes un pays déjanté qui aime regarder la télé-réalité. En ce moment, si tu vas sur Twitter, ce qui est en tendance, c'est Love Island, pas ces élections. Les gens adorent la télé-réalité dans ce pays. Donc ce n'est pas surprenant qu'ils réagissent de bien à un politicien qui, au minimum, donne l'impression d'être une star de la télé-réalité. Souvent maintenant, on voit carrément quelqu'un qui a réellement été une star de la télé-réalité, non ? Et en plus de ça, on est tous sur les réseaux sociaux toute la journée à consommer, Dieu sait quoi. Il n'y a plus aucune limite maintenant. La censure massive des géants de la tech durant la pandémie est finie. On consomme donc des choses folles toute la journée. On voit toutes ces personnes se disputer, qu'elles soient youtubeurs, podcasteurs ou sur Twitter. On voit des gens dire n'importe quoi. On voit toutes les sections de commentaires folles sur les Reels Instagram. C'est comme si on était conditionné à consommer les médias de cette façon. Des médias rapides, constants, durs, directs, irrévérencieux. Et je pense que ça va se refléter chez nos candidats politiques. Et on le voit avec quelqu'un comme Spencer Pratt. Trump n'a peut-être été que le premier domino. Et ça pourrait bien être.
Ça pourrait bien être la stratégie pour gagner beaucoup de ces élections maintenant. Être simplement un gars déjanté qui dit n'importe quoi, poste des trucs fous et porte son propre merch. Tu vas voir des gens comme Lavarbal. Tu sais, Lavarbal va gagner une élection dans ce pays.